Le roi Salomon fixa les deux femmes de son regard perçant. Puis il dit, d'une voix autoritaire, à qui appartient l'enfant? Les deux femmes dirent au même moment, il est à moi, il est à moi, mon Seigneur. Non, dit le roi Salomon, c'est impossible qu'un enfant puisse appartenir à deux femmes au même moment. Il doit y avoir une qui dit la vérité et l'autre qui ment. Et comme les femmes insistaient, le roi Salomon demanda une épée afin qu'on puisse dépecer l'enfant et partager les deux morceaux à chacune d'entre elles. L'une des femmes jubila et dit, oui, mon roi, qu'on fasse cela. Et l'autre, meurtrie profondément, dit dans ses pleurs, non, mon Seigneur, il ne faut pas le faire. Donnez-lui l'enfant. Oui, donnez-lui l'enfant. Alors, nous savons nous tous comment cette scène biblique s'était achevée. Le roi Salomon avait ordonné à ce qu'on puisse donner l'enfant, non pas à la femme qui avait accepté que l'on puisse le dépecer, mais à la femme qui a dit qu'on devait laisser l'enfant vivant. Moi, c'est Marc Lushimba. Je reviens dans mon programme Franc-Parler sur 5 médias. Si je donnais l'exemple dans cette histoire biblique, je tiens à vous signaler que je ne suis pas pasteur, mais je l'ai fait parce que je sais que la majorité des Congolais lisent la Bible. Ils aiment la Bible et ils s'inspirent dans leur vie courante de ce que dit la Bible, car ils trouvent qu'il y a une sagesse inépuisable, profonde, qui vient de ce livre sacré. Je reviendrai à l'histoire du roi Salomon et des deux femmes, avant de conclure ma causerie d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, je présente mes condoléances aux familles qui ont été éplorées, je veux dire, c'est-à-dire ceux qui ont connu des événements tristes, c'est-à-dire ceux qui ont eu quelqu'un qui est tombé hier sous les balles des policiers et des militaires de Joseph Kabila dans la marche du rassemblement de l'opposition. Que les âmes des illustres disparus reposent dans la paix de Dieu. Je ne voudrais pas m'étaler longuement sur cette histoire, car on en a parlé et beaucoup de gens savent de quoi il est question. Beaucoup de gens, et surtout l'élite congolaise, moi j'ai toujours combattu, j'ai toujours insisté à ce que l'élite intellectuelle d'abord doit s'approprier la situation en République démocratique du Congo. C'est-à-dire s'imprégner de la situation, s'informer, étudier, méditer sur ce que dit la loi et se lever pour défendre cette loi et non pas défendre des individus, des groupes d'individus ou bien des intérêts quelconques. Et comme vous le savez, le pays aujourd'hui est au bord d'un grand précipice, un grand trou béant. Pourquoi? Parce qu'on a en place un gouvernement qui, après avoir épuisé le temps lui imparti par la loi, par la constitution congolaise, de rester au pouvoir, le gouvernement
composé des hommes et des femmes assoiffés et affamés de pouvoir, ne veut pas partir. Et on voit ces hommes et ces femmes-là prendre maintenant le peuple congolais en otage. Donc, comme ils pensent que les Congolais ont toujours été des amorphes, des idiots, ils se sont concentrés, concertés quelque part là, et ils ont décidé de quitter de la Constitution. C'est-à-dire d'abandonner la Constitution, de la fouler aux pieds, pour maintenant créer un autre cadre de discussion, là où ils devaient jongler pour s'accrocher au pouvoir et mater le peuple congolais. Et c'est ça même la source du problème. Et vous voyez, le peuple congolais, cette fois-ci, n'accepte pas que ce jeu continue au pays. Puisque ce n'est pas la première fois. Les Congolais ont peiné sous le règne de Mobutu pendant 32 ans. Il y a eu le départ de Mobutu, Laurent Désiré Kabila est venu, il nous a laissés dans des circonstances néfastes, et Joseph Kabila a pris le pouvoir, il y a eu des discussions, des débats encore par-ci, par-là. Il y a eu la Constitution qui a été rédigée après trop de concertations, et le peuple congolais s'était dit que cette fois-ci, nous voulons diriger notre pays pacifiquement et selon la loi. Mais malheureusement, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Congo est regrettable. Et pendant que ces événements néfastes, macabres, sont en train de se dérouler au Congo démocratique, mon regret c'est quoi? C'est de voir d'abord certains intellectuels congolais se tenir à l'écart et dire que bon, ils sont dans la neutralité, ces histoires-là bon, ne les regardent pas. C'est ce qui est dangereux. Et c'est cette position qui a toujours fait que les Congolais, quand leur pays sombre dans des événements catastrophiques, quand leur pays est en train d'être secoué par un vent de la dictature, de l'injustice, à force de se mettre à côté, nous avons toujours laissé le temps à un groupe d'individus assoiffés et affamés de pouvoir, comme je l'ai dit, d'émerger comme des dictateurs pour nous mener là où nous ne voulons pas. Donc, moi je pense que la neutralité n'est pas conseillée. Tout Congolais qui se dit neutre, en tout cas, il faut le vérifier. Il faut vérifier ses pensées, il faut vérifier ses motifs, et ça nous dira beaucoup de choses. À part la neutralité, il y a encore la prise de position, biaisée, comme disent les Français. C'est-à-dire, malgré que la crise est là, ça ne peut pas nous empêcher, nous les intellectuels congolais, de raisonner, de prendre la crise, de la mettre devant nous et de nous inspirer. Non pas d'abord des politiciens, mais de nous inspirer de la loi. Car un pays sans loi, un pays là où la confusion, la tergiversation, donc la prise de position, donc contraire, divise soit la classe politique, la classe intellectuelle, donc les masses sociales, il faut faire attention. Le règlement du problème doit se faire en regardant, en s'inspirant de la loi. Et quand on laisse la loi
pour chercher à régler un problème national d'une autre manière, donc en dehors de la loi. Remarquez, c'est ce qui crée des problèmes. Et c'est ce qu'on a vu. Au Congo, un groupe de politiciens qui ne veulent pas abandonner le pouvoir ont tout fait pour piétiner la Constitution et chercher un autre cadre extra-constitutionnel dans lequel ils veulent s'asseoir. Donc, discuter afin de trouver des solutions. Et vous pensez que ces gens-là, ils vont trouver quel genre de solutions? Mais ça, c'est la comédie. Et ce n'est qu'au Congo, là où un intellectuel, on peut le convaincre facilement de laisser la loi pour aller discuter et penser qu'on va trouver des solutions en dehors de la loi en question. Et ça ne peut jamais se faire. Et c'est ce qui fait qu'il y a multiplication des désordres. On l'a dit, il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas voulu croire dans ce qu'on a dit. Et regardez aujourd'hui, tout ce qui se fait en dehors de la loi, mes chers frères, ça ne peut jamais apporter la paix, la justice, car ce n'est pas la volonté du peuple congolais. Et ce n'est même pas la volonté de Dieu. C'est la volonté du diable. Et comme je l'ai dit, nous qui avons l'habitude de commenter, de parler, remarquez. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons contrôler nos paroles. Nous devons bien canaliser nos idées. Parce qu'avec la technologie actuelle, ce que nous sommes en train de dire est enregistré. Et demain, nos paroles et les images que nous perchons donc sur l'Internet vont nous interpeller, vont nous mettre devant un fait accompli. C'est ce que je voulais dire, j'ai remarqué que parmi certaines personnes qui dans le passé étaient des combattants, dans des personnes qui s'élevaient pour que la loi soit respectée en République démocratique du Congo, j'ai remarqué que beaucoup d'entre eux ont fini par tomber dans le piège du soi-disant dialogue qu'on est en train d'organiser au Congo. Et ils croyaient que ça allait durer, ça allait apporter une solution. Et remarquez, c'est la confusion totale. Donc, intellectuels, congolais, n'allons ni à gauche ni à droite. Allons tout droit. Et la droiture se trouve dans le respect de la loi. Tu ne peux pas me dire que tu es chrétien. Si tu prends la loi chrétienne, qui est dans la Bible, tu mets à côté, que tu es musulman, et tu prends pour modèle quelque chose, donc tu prends pour modèle, donc non pas le Coran, mais quelque chose d'autre. Non. En fin de compte, tu verras que ta chrétienté, ou bien ton islamisme, sera tronqué. Ça sera quelque chose d'autre. De même avec les frères congolais, nous devons faire attention. Car la vérité, c'est que le pays est au bord d'un grand trou. Le Congo est en train de courir un grand danger. Je ne sais pas si certaines personnes sont en train de voir ça. Le pouvoir qui est en place n'est là que pour ses intérêts. Et remarquez, ils sont sourds à tout. Et j'ai même suivi, il y a un incident là-haut. Un certain
Deo Ingulu, c'est pas Deo Ndulu, un membre de PPRD, là, de la majorité présidentielle, qui s'est même permis d'attaquer Tom Perriello, l'envoyé spécial du président américain Barack Obama, dans la région des Grands Lacs, pour essayer un peu de parler donc, aux autorités afin de régler certains problèmes. Deo Ingulu a attaqué Tom Perriello. Et il lui a dit qu'il est venu au Congo, c'est-à-dire qu'il laisse le Congo. Les Congolais doivent arranger leurs problèmes eux-mêmes. Comment voulez-vous que les Congolais arrangent leurs problèmes quand c'est vous qui avez tout l'argent, l'armée dans votre main, vous piétinez la Constitution, vous faites taire tout le monde, et vous dites que vous avez l'intention d'arranger le problème. Et d'abord, moi je peux vous dire que agresser Tom Perriello, ça dénote d'une ignorance, d'un degré d'ignorance très élevé au sein de certaines personnes dans la majorité présidentielle. Si Deo Ngulu ignore que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir grâce aux Américains, alors moi je pense que c'est un monsieur qui doit d'abord apprendre l'histoire du Congo, la politique, et savoir ce qui a eu lieu dans le passé pour que Joseph Kabila arrive au pouvoir. Vous n'allez pas nous dire que les Américains n'ont rien à dire. Oui, ils n'ont rien à dire. Ils devaient n'avoir rien à dire si ils n'avaient pas participé à vous mettre au pouvoir. Si ils n'y étaient pour rien, pour que vous puissiez arriver au pouvoir. La vérité, c'est que le maréchal Mobutu est parti, c'est avec l'aide des Américains qui ont armé le Rwanda, l'Ouganda, tout ça, pour envers le Congo, afin de faire partir Mobutu. Et c'est ce qui a même fait à ce qu'il y a certains politiciens qui ont été là à côté de Laurent Désiré Kabila, qui ont commencé même à jouir donc de quelques postes de pouvoir jusqu'à ce que Kabila est mort, et toujours dans des histoires, je peux dire, là où l'Amérique avait toujours une main. Et vous avez vu, vous tous, Kabila est parti, Kabila le père, et Joseph Kabila a pris le pouvoir. Et comme disait quelqu'un, oh, nous sommes battus pour le Congo. Et tout ça, mais messieurs les Congolais, qu'on ne vous trompe pas. Aucun Congolais ne peut se frapper la poitrine qu'il s'est battu pour le Congo. Les vidéos sont là. Regardez le film L'Afrique en morceaux. James Kabarebe. Il y avait Kayumba. Deux généraux connus. C'est eux qui étaient à la tête des opérations. C'est eux qui ont fait fuir Mobutu. Où étaient les Congolais? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le Rwanda et l'Ouganda sentent qu'ils ont un mot à dire dans tout ce qui se passe au Congo. Et ce n'est pas un secret, tout ce qu'ils faisaient dans les Rwandais et les Ougandais, c'était donc l'histoire des Américains. Les Américains étaient en coulisses, en train de guider toutes choses. Jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila est mort, comme je l'ai dit, et Joseph Kabila a pris le pouvoir. Et quand maintenant Kabila a des gens autour de lui qui ne savent pas cette histoire, que s'ils sont aujourd'hui en train de bouffer, en train de faire gros dos, c'est parce que l'Amérique a travaillé quelque part. L'Amérique a déblayé le chemin pour eux, pour qu'ils puissent arriver où ils sont.
Et voilà aujourd'hui que la même Amérique vous envoie maintenant ses envoyés pour vous dire non, ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Vous êtes en train de conduire votre pays maintenant dans une crise qui fera que les choses vont se gâter davantage. Et on voit des politiciens en train de faire la grosse gueule maintenant. Donc, de danser les Américains, de pointer même les Américains au visage, de les chasser, que les Américains n'ont rien à dire dans ce qui se passe au Congo. Alors en conclusion, c'est quoi? C'est que Joseph Kabila est entouré de beaucoup d'ignorants. Et c'est cette ignorance même qui fait que nous, le pays est en train d'être mené, où il est en train d'être mené aujourd'hui. C'est-à-dire de crise en crise. Parce qu'on n'a pas des gens qui raisonnent, des gens qui ne savent pas la vraie histoire du Congo. La vraie politique se fait où? Alors c'est vraiment triste. Et moi je peux dire que tout ça, c'est l'ignorance comme je l'ai dit, et aussi c'est l'ingratitude. Et l'Amérique est une puissance. Et on n'a pas de leçons à vous donner. Vous connaissez vous tous les réactions, car il y en a eu avant vous. Il y a eu des présidents qui sont passés avant vous, qui ont dit je ne sais quoi, qui ont boudé les Américains, qui ont fait je ne sais quoi là, mais en fin de compte, ils s'étaient retrouvés à côté, soit en exil, ou bien dans un cercueil. Et nous, en tant que Congolais, nous voulons ce que les Congolais puissent s'informer et jouer franc jeu en tant qu'intellectuels. Regardez, le pays maintenant est dans la catastrophe. On a brûlé les permanences de beaucoup de partis politiques. Soi-disant, c'est en forme de représailles de ce qui a eu lieu. Alors, le problème, c'est quoi? Si c'est vous qui avez tout le pouvoir, un pouvoir en place, son rôle, c'est de faire la loi. Si quelqu'un même brûle une permanence, disons, du PPRD là-bas, le gouvernement ne doit pas donc se comporter comme un gouvernement de voyous. Vous devez chercher à mener des enquêtes pour mettre la main sur les malfrats qui ont fait ça afin de le faire passer devant la justice. Et on voit que vous êtes tous, vous êtes tombés dans le même schéma de la violence. Et comme la violence a toujours été de votre côté depuis longtemps. Et c'est ce qui fait que, regardez même, il y a des choses qui se passent au Congo aujourd'hui. J'en discutais avec un ami. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon cher, remarquez, le comportement des Congolais a changé. Et il est en train de changer régulièrement. C'est-à-dire, le Congolais n'est plus ce qu'il était avant. Détrompez-vous. Et il est en train de changer en fonction de votre caractère, en fonction de la manière dont vous êtes en train de gérer le pays. Vous ne pouvez pas faire fi de la Constitution, faire fi de tous les Congolais. Donc, on voit, vous êtes trop orgueilleux, donc vous dites n'importe quoi, vous lancez un défi à n'importe qui, donc vous vous prenez maintenant pour des dieux. Et vous attendre à ce que le peuple congolais va vous regarder comme ça, tolérer pendant 10 ans, 20 ans. Non. La souffrance est là. Le peuple finira toujours par s'élever pour vous dire la vérité, pour vous dire non. Trop, c'est trop. Et c'est là où nous sommes en train de tendre. Pourquoi? Parce que votre règne est caractérisé par le défi, la magouille, le mensonge, l'injustice et la dictature. Et quand ça commence comme ça, ne croyez pas que ça va finir bientôt. Parce que c'était comme ça, souvenez-vous au temps de Mobutu, avec le massacre
de l'université de Lubumbashi. C'était déjà un signal. Petit à petit, les choses ne s'amélioraient pas. Et la vie politique de Mobutu allait de mal en pis, jusqu'à ce qu'il a été mis de côté. Et je pense que cela doit nous servir de leçon. Et ici, je lance appel à Olive Lembe Kabila, la première dame. Parce que nous la voyons souvent à la tête des cortèges, avec des médicaments, des dons là-bas. Et on ne sait pas d'abord là où on trouve cet argent. C'est un sujet qu'on doit éclaircir. Dans un pays, là, on respecte la loi. Mais au Congo, on n'a jamais demandé là où cette femme trouve tout cet argent qu'elle met en jeu pour faire des dons aux Congolais. On tourne la page. Maintenant, mon problème, c'est quoi? Parce que j'ai entendu, et j'entends souvent Olive Lembe dire que c'est une bonne chrétienne, elle craint Dieu, elle est catholique par sa foi, c'est-à-dire c'est une femme qui veut marcher dans la vérité, la paix et la justice. Maintenant, en vue de ce qui est en train de se passer au Congo, on voit son mari Joseph Kabila en train de violer la constitution du pays. On ne l'a jamais entendu parler. Où est-ce qu'elle est? C'est le moment où une femme vertueuse, une femme qui dit demeurer dans la vérité, devait s'élever pour montrer sa foi, pour montrer son sens de la justice et dire à son mari de respecter la loi, de demeurer dans la vérité. Et on voit que Olive Lembe s'est éclipsée. On ne la voit nulle part. Alors, c'est-à-dire, tout ça, c'est ce qu'on appelle la musique. C'est la musique qu'on dit aux Congolais pour vous calmer, vous tromper. Or, c'est le moment, parce qu'on dit c'est dans des problèmes pareils, dans des difficultés pareilles, là où nous devons savoir qui fait quoi. J'ai commencé par le dire. Le conflit ne peut jamais, souvent, je veux dire, le conflit ne peut pas souvent être pris comme une mauvaise chose. Parfois, le conflit, c'est un facteur de développement. Regardez, beaucoup de pays se sont améliorés, se sont développés grâce au conflit. Un conflit, c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des idées qui poussent les autres idées à avancer, bien que les autres idées veulent toujours demeurer, donc garder le même système, tout ça. Et c'est durant un conflit que jaillissent de nouvelles idées. Et c'est pendant les conflits, les troubles, des révolutions, que naissent de nouvelles personnalités et même de nouveaux leaders qui prendront en charge la destinée d'un pays. Et c'est pendant les conflits, comme c'est le cas au Congo démocratique, qu'on va voir qui est qui et qui fait quoi. Qui est du côté du peuple ou bien qui est du côté des oppresseurs du peuple congolais. Et malgré ce qui se passe, il y a toujours des gens qui nous chantent que Joseph Kabila, c'est le président promis par le prophète Simon Kimbangu. J'ai fait un programme sur ça. Et c'est le grand moment maintenant. J'invite le Chimandiate, qui présente l'émission Congo Histoire à la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, de répondre maintenant. Si Joseph Kabila était un président promis par le prophète de Dieu Simon Kimbangu, regardez maintenant là où il est en train de conduire la République démocratique du Congo. Est-ce vers la volonté de Dieu ou bien ce qu'il est en train de faire, c'est la volonté du diable maintenant? À vous
qui nous chantait que Joseph Kabila, c'est le président promis par Dieu de répondre. On a vu que l'histoire du Congo, depuis que Kabila a pris le pouvoir, est composée des crimes, la pauvreté. Donc les Congolais ont perdu leur dignité. Les Congolais ont perdu vraiment donc leur sens, le respect même devant les autres peuples. Et dans beaucoup de cas, c'est là où un président devait se lever pour guider son peuple et exiger à ce que le peuple soit respecté. Faire tout pour que ce peuple recouvre le bonheur, pour instaurer maintenant la loi dans le pays et la paix. Retournez dans le passé et revenez dans le présent et voyez comment le Congo est sous Kabila, sous Joseph Kabila. C'est un pays qui a perdu tout le respect sur le plan africain d'abord et le plan international. Il y a des infiltrations, des massacres, et ce qui est un peu grave, Kabila ne dit rien. Il se croître toujours devant son silence. Et vous allez nous dire que ce silence-là, c'est la sagesse, comme voulait dire quelqu'un. Mais, mes chers amis, le silence, si ce n'est pas la sagesse, parce que je sais qu'à un moment donné dans notre vie, la sagesse nous dit de nos terres quand nous n'avons rien de consistant, rien de spécial à dire. Mais la même sagesse nous dit d'ouvrir la bouche et de parler pour sauver des gens, pour défendre les déshérités, pour protéger les faibles et guider des ténèbres vers la lumière, ceux qui nagent dans la direction de la perdition. Et remarquez aujourd'hui, le Congo est à refaire. Le pays est retourné de plus de 60 ou bien 70 ans en arrière. Et dans tous ces désordres, il y a beaucoup de Congolais qui sont distraits. Tous ces désordres est mis en place, sciemment fabriqué par Kabila et ses barons là-bas, les barons qui l'entourent. Vous pensez qu'eux-mêmes comme ça vont demeurer au pouvoir par leur propre force? Non, ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas bien payée d'abord. Il n'y a une petite fraction, je vais dire, de militaires bien entretenus par Kabila. Oh, Banamura, garde présidentielle, ils sont au nombre de combien? Devant le reste des militaires qui vivent dans la pauvreté totale. C'est-à-dire, le changement au Congo, c'est pour bientôt. Mais, dans leur calcul, Kabila et ses gens, quand ils vous défient, vous les Congolais, et ils défient le monde entier, c'est parce qu'ils ont des connexions, non pas au Congo, mais à l'extérieur. Puisqu'on parle déjà des infiltrations. Parmi les militaires à Kinshasa qui sont cagoulés, qui sont silencieux, qui ne parlent pas, et les Congolais doutent que les militaires là sont des Congolais. Ça doit être des étrangers. Et à nous de conclure que si ce ne sont pas des Rwandais, ça doit être des Ougandais. Et même remarquer le degré de l'intolérance, le degré du défi et de la violence qui est en train d'être perpétrée sur le territoire congolais. Mais non, vous n'allez pas nous dire que cela est dans la culture du peuple congolais. Non. Ce sont des signes
que ces histoires-là sont faites par des non-Congolais. Et je pense qu'avec le temps, le peuple congolais va aussi acquérir des sales habitudes cruelles. Pourquoi? Quand tu verras que la souffrance dépasse, le peuple va s'élever. Ce que disait le porte-parole du gouvernement de Kabila, le fameux menteur Lambert Mende, nous allons punir ces gens, nous allons faire ça. Mais vous ne songez jamais à donner une vie décente au peuple congolais. Vous ne songez jamais à créer donc des voies et moyens pour que la justice, le respect de la loi soit instauré en République démocratique du Congo. Il y a trop de pauvres. La rentrée scolaire, c'était il y a quelques jours. Vous savez, il y a combien de parents qui ont échoué donc d'amener ou bien de ramener leurs enfants à l'école. Et c'est pour cela que vous avez même entendu qu'ils sont allés attaquer une école là-bas de Boss. Ce n'est pas école Madame Ségur, quelque part là-bas à Kinshasa. Pourquoi? Vous êtes un pouvoir irresponsable. Vous trempez le pays dans le désordre, dans le défi en ne respectant pas la loi. Vous quittez de la Constitution, vous passez votre temps là-bas, ce n'est pas dans la cité de l'OIA, en train de voir des voies et moyens pour vous partager le pouvoir. Donc, vous oubliez le peuple congolais carrément. Parce que vous savez que vos enfants sont dans de bonnes écoles à Kinshasa ou bien à l'étranger. Et un peuple qui n'a pas à manger, qui n'a pas de possibilités pour aller à l'école, doit-il tolérer qu'il soit sacrifié comme ça? Non. Ventre affamé, on a toujours dit, n'a point d'oreille. Des gars, pendant les manifestations, ça vient d'un peuple pauvre, qui n'a rien à manger. Parce que c'est parmi les pillages d'hier, les destructions quelque part là-bas, les cambriolages, que certains ont eu l'occasion de manger quelque chose de bien, de mettre quelque chose sous la dent, après beaucoup de jours de famine. Donc, messieurs qui sont au pouvoir au Congo, pensez-y à deux reprises. Et moi, je pense que, au vu aussi de tout ce qui est en train de se passer au Congo, nous devons maintenant nous poser la question. C'est quoi l'héritage de Joseph Kabila? Répondez. Joseph Kabila est en train de nous laisser un Congo pauvre, un Congo pillé, un Congo faible, un Congo infiltré par des étrangers. Un pays là où les fils du terroir, les vrais Congolais, n'ont aucune parole. Mais le gouvernement trouve ça normal. C'est ça l'héritage de Joseph Kabila. Il y a un peu de temps dans le passé, là où le nom Kabila était associé, si pas par tous, mais par beaucoup de Congolais, à la libération du Congo. C'est-à-dire il est venu, Laurent Désiré Kabila est venu chasser Mobutu. Bien qu'il y ait eu des blocages quelque part, malentendus, tout ça, il y a eu sa mort, excusez, Laurent Désiré Kabila nous a quittés. Ce nom-là dit quand même quelque chose de bon à certaines personnes. Mais remarquez aujourd'hui avec l'accession de Kabila au pouvoir et la façon dont il a géré le Congo pendant 15 ans, le nom de Kabila maintenant est associé au mal, à la dictature, au vol, c'est-à-dire à la faiblesse, à l'indiscipline et à beaucoup de choses là-bas négatives. Mais moi, je ne sais pas. Joseph Kabila avait la chance de redorer le blason de Laurent Désiré Kabila.
son père. C'est-à-dire, il pouvait travailler convenablement et lâcher le pouvoir à un moment donné. Il dit, bon, je suis arrivé par ici, je laisse, et les autres viendront continuer. Mais remarquez aujourd'hui, avec les événements, avec cet entêtement, moi je pense qu'il vient de traverser le cap du non-retour. Pourquoi? Même s'il quittait aujourd'hui, c'est fini. Avec les événements à répétition, le massacre des Congolais dans l'Est, et même à Kinshasa, ce n'est pas la première fois à Kinshasa, il y en avait encore au mois de janvier. Le nom de Kabila est terni, sali. Et je pense que le peuple congolais, la majorité du peuple congolais, se souviendront de lui comme d'un mauvais président. Et on va nous dire, non, lui, il n'a pas de problème, c'est l'entourage. L'entourage. Mais Kabila a combien d'années d'abord? Parce que selon la loi, quand vous avez 18 ans, vous êtes une personne à part entière. C'est-à-dire que vous connaissez le bien et le mal. Kabila, là où il est, il connaît très bien qu'est-ce que le bien et qu'est-ce que le mal. Et c'est lui le président, c'est-à-dire il a le pouvoir de dire oui ou non. Et comme il ne le dit pas, ou bien ce n'est pas lui qui dirige le Congo, c'est cette clique là-bas des dinosaures, des hippopotames qui l'entourent. Là, ce sont des discours creux. Kabila sait très bien ce qu'il est en train de faire. Et c'est d'ailleurs le nom du président, dans des moments de crise, de réussite ou bien d'échec, qui a toujours endossé la responsabilité en première position. Avec l'échec, les crimes qui se font au Congo et la culture de la violence qu'on a transférée en République démocratique du Congo, qu'on a fait entrer en République démocratique du Congo. C'est ça, l'héritage de Joseph Kabila. Ça repose sur son dos. Mais maintenant, regardez les attitudes des gens. Nous nous posons même des questions. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Et c'est pour cela que je vous ai parlé. J'ai commencé avec l'histoire du roi Salomon et de deux femmes qui se disputaient un enfant. L'une a mis au monde un enfant qui est mort la nuit. Mais elle s'est accaparée de l'enfant d'autrui, qu'elle a mis sur la poitrine, donc elle a échangé. Elle a mis son enfant mort sur la poitrine de l'autre femme. Quand l'autre femme s'est réveillée, elle a regardé, elle a dit non, ça c'est pas mon enfant. Après discussion, ils sont allés devant le roi Salomon pour trancher l'affaire. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec cette anecdote, l'histoire du roi Salomon? Je voulais vous dire ceci. C'est par ton comportement, toi qui te dis congolais, qu'on saura que tu es un vrai ou bien un faux congolais. Si vraiment tu es congolais, tu te dis tu es congolais, tu ne dois pas avoir un cœur dur de voir ton pays se détériorer, se détruire, le peuple souffrir. Et tu es toujours là. Mordicus, tu tiens au pouvoir. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas abandonner. Tu ressembles à la femme de la Bible qui avait accepté qu'on puisse même tuer l'enfant, la dépecer en deux et de lui donner un morceau. Donc, vous ressemblez, vous, les politiciens congolais, à la femme de la Bible. Et automatiquement, vous n'êtes pas des Congolais. Ou bien vous êtes des Congolais déjà vendus, qui travaillaient non pas pour le Congo, vous travaillez pour l'étranger. C'est pas possible. Parce que si le Congo c'est votre pays, le pays de vos ancêtres, le seul pays que vous avez sous le soleil, vous ne devez pas accepter de jouer n'importe quel jeu, d'accepter n'importe quel sale boulot infiniment là-bas. C'est-à-dire, vous vous foutez de tous.
pour assouvir vos besoins, asseoir votre pouvoir et vous enrichir vous-même, amplifier vos gains là-bas. Non, un vrai Congolais, on va le voir. Après avoir regardé, quand il voit que non, là où on est en train de mener le pays, ce n'est pas là où nous voulons que le pays s'en aille. Ça, c'est vendre le pays. Un jour, on va se réveiller et le Congo ne sera plus ce qu'il est aujourd'hui. Ça sera un pays découpé, comme le Rwanda est déjà en train de couper la frontière là-bas. On a un pouvoir en place qui ne dit rien. Hein? C'est-à-dire qu'on dépèce le Congo. Et même le découpage des provinces, je ne cesse de le dire, ce n'est pas un découpage pour le progrès du Congo. Parce qu'ils n'ont pas de fonds pour faire fonctionner les 26 provinces. C'est un découpage politicien pour subdiviser les Congolais en plusieurs entités afin de créer un imbroglio là-bas, une sorte de Babel. Que les Congolais ne parlent plus un même langage, que nous puissions créer un grand désordre, les séparer et continuer à demeurer au pouvoir par la force et la ruse. Et c'est ce qui fait que, remarquez, tous ceux qui sont là, dans la cité de l'OEA, regardez ce qu'ils sont en train de faire. C'est ridicule, c'est enfantin. Un problème constitutionnel. Il faut une solution constitutionnelle. Mais quand vous quittez, vous laissez un problème constitutionnel, vous prenez, c'est-à-dire un problème constitutionnel, vous transportez cela pour aller chercher des solutions extra-constitutionnelles, dans un cadre là, en dehors de la Constitution. Mais il faut être un idiot pour accepter ça. Et tous ceux qui sont là, ce sont des vautours. Ils sont là, non pas pour régler le problème des Congolais, mais pour se partager des postes, le pouvoir. Et comme c'est au Congo là où les gens aiment l'histoire là-bas de gouvernement de la Réunion nationale. Remarquez mes frères congolais, là où les gens parlent souvent du gouvernement de la Réunion nationale, c'est là où il y a les escrocs, les malfrats, qui n'aiment pas le peuple congolais, qui ne respectent pas la loi. Est-ce que vous avez déjà entendu en Amérique, ou bien en France, là-bas, en Belgique, on fait le gouvernement de la Réunion nationale? Non. Pourquoi? Parce qu'ils respectent la loi, leur constitution. C'est-à-dire, tu gagnes, tu diriges le pays. Si tu ne gagnes pas, tu laisses. Laisse les autres en paix. Mais comme au Congo, ils n'ont pas envie de démocratie. C'est-à-dire, il est au pouvoir. Quand il voit qu'il commence à perdre pied, le peuple ne l'aime plus, il crée des événements pour s'accrocher au pouvoir. Avec le système de créer des choses là pour créer un gouvernement de la Réunion nationale. Là où tous les vautours, au lieu de partir, laisser la place à une nouvelle classe politique qui va diriger le Congo convenablement, ils ne veulent pas. Ils veulent s'accrocher. Et c'est ce qui est en train de se faire à la cité de l'OEA, dans leur conclave, qu'ils appellent dialogue. Je ne sais pas si c'est le dialogue des fous ou bien le dialogue des sourds. Et le résultat est là. Le résultat est là. Je vous remercie, mes frères et sœurs congolais et les amis du Congo, partout où vous êtes dans le monde, de m'avoir suivi. Le grand problème, c'est que nous puissions méditer et voir l'héritage de Joseph Kabila. Ce que Joseph Kabila a fait du Congo, ce qu'il nous a laissé. C'est quoi son héritage? Est-il positif? Négatif? On peut discuter, monter, descendre, mais les événements sont là, sur terrain, pour nous dire si Kabila est venu de Dieu, c'est le président promis par la prophétie de l'illustre prophète Simon Kimbangu,
ou bien ce sont des gens qui veulent fabriquer cette histoire pour bouffer seulement de l'argent. La question est dans votre camp. L'héritage de Joseph Kabila, c'est quoi? Faites des recherches, méditez sur ça, et la réponse est sur le terrain. En République démocratique du Congo, non pas ailleurs. Et n'oublions jamais de ne jamais trahir le Congo, d'être non pas du côté des politiciens défaillants, mais du côté du peuple congolais, du côté de la loi. Merci. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles